Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 123. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses! Comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de l'Ambition au féminin. Je suis toujours heureuse de vous retrouver parce que dès qu'on se retrouve, ça veut dire qu'on va avoir une belle conversation riche en prise de conscience, en ouverture d'esprit, en changement de perspective. Et c'est vraiment ça, mon objectif avec ce podcast. Donc, j'espère que vous êtes prêtes pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, j'ai une invitée bien spéciale et j'étais vraiment contente quand elle m'a... Je sais pas si c'est elle qui m'a contactée. En bref, on s'est trouvés sur Internet, Instagram plus spécifiquement. Et... ça a vibé, comme on dit. J'ai beaucoup apprécié, j'ai appris à découvrir son univers. Elle a rencontré mon univers aussi, puis on a eu des belles conversations où on échangeait sur l'empowerment féminin. Et je vous parle un petit peu de mon invitée, Malicia, maîtresse Malicia, Malicia Belovski, qui est une dominatrice professionnelle et elle est une mentor dans tout ce qui touche à l'empuissancement féminin, donc Female Empowerment. Elle est aussi une éducatrice BDSM. Donc, c'est rare qu'on a ce genre d'expertise ici sur le podcast. En fait, je trouve que c'est rare que on parle à des femmes qui bâtissent des carrières et qui ont des succès quand même assez importants dans ces domaines qui sont considérés, on le sait tous, hein, c'est l'industrie du sexe, mais pour moi, ça va beaucoup plus loin, c'est l'industrie du désir. Et il y a ce stigma, hein, ce stigma autour de tout ce qui est le travail du sexe, mais j'ai toujours eu énormément de respect pour tout ça qui touche autant à la psychologie du désir, mais aussi à la relation humaine, à comment on se définit, hein, toutes les notions identitaires autour de ça qui viennent être touchées. Et je trouve que ce qui est génial avec notre conversation que Malicia et moi on a eue aujourd'hui, c'est que on parle de tout ça, mais d'un point de vue, d'une perspective où la femme est empuissancée, elle est dans ce rôle justement de maîtresse de soi, mais aussi de son environnement, de ce qu'elle essaye de créer. Fait qu'on va avoir une discussion quand même assez riche autour de l'argent, autour de se définir à travers ce genre de rôle, ce genre de profession et comment aussi elle en est arrivée à trouver sa voie dans ce type de travail qui, encore une fois, demande beaucoup d'art, implique beaucoup de complexité et qui est vraiment une maîtrise d'un univers que beaucoup ont malheureusement trop peur d'aller explorer parce que justement ça touche à l'inconscient, ça touche à l'inconscient de désirs refoulés et qu'on permet enfin de faire ressortir d'une façon sécuritaire, d'une façon bienveillante aussi, à l'extérieur. Donc, je suis vraiment, vraiment heureuse de vous présenter cette entrevue aujourd'hui et j'ai super hâte d'avoir vos retours sur ce que vous en avez pensé parce que pour moi, ça m'a amené beaucoup, beaucoup à réfléchir sur ma propre relation au pouvoir, au désir et à ma sexualité. Donc, je vous laisse avec cette conversation avec Malicia, Mistress Malicia, qui va nous faire entrer dans son univers.
Salut Malicia, comment ça va? Salut, ça va très bien. Merci de me recevoir aujourd'hui. Oui, je suis trop contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Je pense qu'on va avoir une belle conversation. Puis, c'est notre deuxième fois à se parler, donc on va pouvoir approfondir certaines choses qu'on a déjà commencé à effleurer. Fait que j'avais super hâte à aujourd'hui pour avoir cette conversation avec toi. Oui, moi aussi. Cool. Bon, je commence toujours avec une question brise-glace, une question d'en savoir un petit peu plus sur toi. Et la question que j'avais pour toi, c'était qu'est-ce que tu voulais être quand tu étais petite? Um, Quand j'étais petite, j'étais vraiment euh, passionnée de tout ce qui était comme détective, espionne. Et je voulais écrire. Donc, je voulais écrire sur tout ce qui m'intriguait, que je remarquais pour vraiment pouvoir observer ce que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Donc, en tant que détective, de pouvoir découvrir les secrets des gens et de les annoter. Il y avait un film, La Petite Espionne, puis c'était ça vraiment mon rêve d'être une genre d'espionne détective. J'adore. Puis en plus, je suis en train de regarder Wednesday. Tu sais, je sais pas si tu regardes l'émission Ouais. sur Netflix. Puis elle est Non, comme super mais... détective, super Mhm. détective, mais comme justement genre Dark Secrets de la ville. Fait que je trouvais ça drôle. Ouais, j'en ai C'est super entendu bon. parler. Nice! OK, ben écoute, je suis contente de t'avoir sur le podcast parce que on avait commencé à se parler un peu sur Internet. Tu avais découvert un petit peu, bon, ce que je faisais. Puis là, j'ai découvert ce que tu faisais aussi de ton côté. Puis j'étais genre, euh, c'est tellement intéressant comme approche parce que ce que tu fais autant au niveau du BDSM, mais du empowerment féminin, ça m'a comme vraiment immédiatement attirée, puis je voulais en parler avec toi. Puis juste pour mettre la table, je pense que ça serait intéressant pour les personnes qui écoutent de savoir un peu, euh, que tu nous racontes un peu ton entrée dans l'univers du BDSM, puis qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans, puis comment t'es devenue, dans le fond, une dominatrice. Oui, donc mon parcours a pris plusieurs chemins. La première fois que j'ai été introduite à quelque chose en lien avec le BDSM était il y a plus de 10 ans quand je datais une fille, puis on a comme essayé plusieurs trucs liés à l'industrie du sexe ensemble. Et à un moment donné, il y avait un gars qui voulait nous payer pour filmer moi et elle qui le kick, qui l'insulte, qui lui crache dessus. Puis il voulait me donner beaucoup d'argent pour filmer ça et on devait être habillés de la façon la plus normale. Il y avait aucune nudité, il y avait pas de outfit. Il voulait vraiment que ça soit comme Girl Next Door qui rentre dans l'appart du gars puis qui le dégrade. Puis après, il nous a remerciés, puis il nous a offert une bouteille de champagne, puis il nous a payé. Pour moi, c'était comme, mon Dieu, c'est donc ben fun. Puis il était tellement poli et respectueux que je me sentais même mal dans ce temps-là. J'avais 19 ans, puis j'étais comme, mais pourquoi il veut ça? Puis après, la même année, je suis rentrée dans l'industrie du sexe comme escorte et j'attirais beaucoup de clients qui étaient intéressés par des différentes facettes du BDSM et je savais pas vraiment c'était quoi, mais j'ai toujours eu comment dire, une énergie plus dominante. Donc, j'attirais automatiquement ce genre de clients. Puis, c'était mes clients préférés parce que, justement, on jouait toutes sortes de trucs que je trouvais tellement uniques et tellement excitants comparé aux gars normaux qui viennent puis qui veulent ce qui est plus traditionnel. Tandis que là, c'était pas moi, mettons, qui allait me faire pénétrer, mais moi qui allais les pénétrer avec des Mhm. strap-on. Puis le fait qu'ils avaient autant de shame, de honte liée à leur désir, c'était ceux qui payaient le plus pour comme ça déculpabiliser. Wow! Donc ça, pour moi, c'était vraiment l'introduction de OK, il y a des gens qui sont intéressés par des trucs comme ça, puis j'ai du fun avec eux, puis j'aime comment ils me traitent, j'aime comment ils me parlent. C'était vraiment différent des autres hommes.
Donc ça, c'était la première introduction il y a plus de 10 ans. Et ensuite, je suis retournée dans l'industrie du sexe 10 ans plus tard, ou peut-être, je dirais, 8 ans plus tard, quand j'habitais en Australie, à Melbourne. Et cette fois, c'était vraiment travailler pour moi-même et focuser vraiment sur le côté domination pour explorer cet univers sans même réaliser à quel point c'est vaste et riche de savoir et comment ça touche à la spiritualité, à la psychologie. Tout ça est venu après. Sur le coup, pour moi, c'était vraiment je suis dans un nouveau pays, je veux explorer, je suis pas rattachée à une identité ici, je peux être qui je veux, je peux faire ce que je veux et j'ai envie de pouvoir explorer ce côté de moi de nouveau et de reclaim my power qui dans le temps m'avait été un peu enlevé si on peut dire parce que quand je suis rentrée dans cette industrie, j'étais pas dans la meilleure place. Donc, j'ai pas eu les expériences les plus positives et cette fois, je voulais comme me redonner la chance de réécrire l'histoire. Oui, c'est intéressant pour moi de voir que malgré tes expériences négatives, puis c'est vraiment une question que j'ai pour toi, c'est comme, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas complètement fermé la porte à ça? Je pense que c'est tout simplement parce que moi, à la base, je suis quelqu'un qui est une aventurière, puis qui aime prendre des risques, qui aime essayer des nouvelles choses, puis qui, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me fait peur, ou qui me marque d'une façon qui pourrait être négative, comme on disait, j'ai pas envie que ça soit ça comme le dernier mot. J'ai envie de me prouver à moi-même que je suis comme capable de surmonter les choses, puis d'essayer de réécrire, comme je disais, l'histoire pour que ça soit moi la gagnante, si on veut, dans cette histoire et non juste garder ça comme j'ai été une victime ou un mindset comme ça. Je nourris pas ce genre de mindset. Donc, je pense que ça m'a pris plusieurs années à y penser. Puis la situation dans laquelle j'étais à Melbourne m'a encouragée à retoucher à cette industrie, même si pendant des années, j'ai pensé ne jamais y retourner. Oui, puis comme tu dis, hein, ça a été comme une opportunité pour toi de redéfinir ton histoire ou du moins de la recodifier d'une façon qui était dans laquelle tu étais la boss, c'était toi qui étais en puissance et en contrôle de ce qui se passait. Puis ce que je trouve aussi intéressant dans ton histoire, c'est que parallèlement, puis là c'est en études féministes que tu étudiais, c'était quoi exactement ton oui, parcours? donc entre ces deux phases-là, j'ai fait un bac en études littéraires et études féministes, oui. Très cool, parce que justement, est-ce que pour toi, il y avait des contradictions entre, par exemple, le fait de te considérer féministe, parce que je vais assumer que tu te considères comme féministe. Dans le fond, j'aimerais ça savoir ton parcours féministe par rapport à tout ça, tu sais. Y a-tu commencé... Comment il a été positionné par rapport à cette histoire-là au niveau du travail du sexe, mais aussi genre de ta réappropriation de ton histoire, puis de ce pouvoir-là aussi sur ton corps, puis ton futur? C'est vraiment une bonne question, une question intéressante. Oui, je me considère absolument féministe et je pense que je l'ai toujours été sans même avant de savoir ce que ça veut dire, avant que ça soit un mot qu'on utilise, avant de vraiment l'étudier à l'université. J'ai grandi dans une famille bulgare, donc mes parents sont immigrants, puis il y avait beaucoup de ces rôles entre l'homme et la femme, cette dynamique que je m'opposais beaucoup à comment mon père était avec ma mère. Pas de façon abusive ou rien comme ça, mais vraiment juste, bon, c'est lui l'homme de la maison, puis c'est elle qui s'occupe des tâches ménagères et des choses comme ça, même si elle travaille temps plein, puis ça me triggerait depuis un très, très jeune âge. Puis par la suite, quand je suis rentrée dans l'industrie du sexe la première fois, j'étais pas dans mon plein pouvoir. Ça venait d'une place plutôt d'exploration, mais aussi, je dirais, de destruction dans mon cas personnel. Et comme j'étais vraiment jeune, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Je travaillais pour un homme qui, lui, était pas éthique. Et c'est ça qui a été un peu traumatisant à cette époque-là, parce que j'ai associé cette industrie à ça.
Puis par la suite, quand j'ai étudié sur le féminisme, sur tout ce que ça encompasses, tout ce que ça Englobe. englobe, oui, j'ai vraiment réalisé déjà toutes les intersections, puis où est-ce que moi je me positionne là-dedans et ce qui est important pour moi et ma voix et ma place en tant que femme. Et justement, ça m'a fait voir l'industrie du sexe non pas comme une place où on va juste quand on est une petite fille qui se cherche, mais que tu peux faire ça d'une place de je suis ma propre boss, puis je décide pour mon corps, puis je décide pour ma sexualité, puis je connais mes limites, puis je décide à quoi je consens, puis comment je gère ça. Mais quand j'étais à l'UQAM, où est-ce que j'ai fait mes études, c'est pas à ce moment-là que j'ai repensé à l'industrie du sexe, mais au travers de ces études-là, ça m'a vraiment ouvert sur toutes les possibilités, les différentes femmes et comment on peut reclaim notre corps et notre pouvoir et non de justement avoir une idée vraiment négative de tout ce que on peut vivre en tant que femme et que ça s'arrête là. Parce qu'à cause de notre conditionnement, à cause de comment la société est faite, ça arrive que beaucoup de femmes sont affectées par ça au lieu de simplement voir le pouvoir que nous, on a là-dedans de dire non, ça, je suis pas d'accord. Moi, ce que je veux, c'est ça. Moi, je veux ça comme ça. Puis quand j'ai commencé à travailler comme dominatrice, ça fitait parfaitement avec mon mindset de je décide ce que je veux, puis comment je le veux, puis c'est quoi mes limites et quel genre de client je veux attirer. Puis ça a été quand même une longue journey quand même d'exploration puis d'essayer différentes choses. Mais j'avais aucune peur par rapport à ça parce que je savais que je venais d'une place, d'une intention de je veux me réinventer, me recréer et je sais ce que j'attends de ça. Ouais, puis en plus, pendant tu sais, comme là, tu nous as expliqué un peu ton parcours, puis là, il y a les 3 phases, hein. Il y avait la première phase, ton entrée plus dans un travail du sexe qui était plus oppressif, puis toxique, dans un certain sens. Et, ouais, c'est ça, dans le sens qui venait aussi d'une place plus heurtée, selon ce que j'ai cru comprendre de ce que tu racontes. Ensuite, tes études féministes qui avaient rien à voir avec ça, mais en même temps, tout à voir, quelque part. Puis ton entrée dans l'entrepreneuriat qui, encore une fois, genre, ben, entrepreneuriat dans le sens, je pense que t'étais entrepreneur aussi quand t'es rentré dans cette industrie, mais là, c'était comme un entrepreneuriat qui était très en contrôle et très... C'est toi qui balisais tes décisions et tout ça. Puis, veux pas, pendant que tu parles, tu sais, il y a aussi cette notion de valeur / argent / comment je veux me présenter, mais aussi me faire voir et me faire reconnaître et me faire respecter dans ce positionnement-là. Fait que, est-ce que pour toi, ta relation, par exemple, à l'argent, ça a été quelque chose que, parce que t'es rentrée dans le travail du sexe quand même assez tôt, ça a été genre quelque chose avec lequel t'as dû réfléchir ou du moins expérimenter d'une façon qui était, je sais pas, genre peut-être un peu plus hors du commun, mais qui t'a amené à devoir la transformer plus rapidement que quelqu'un d'autre qui, par exemple, suit un parcours très traditionnel corporatif, où est-ce que c'est comme, voici ton salaire, voici ce que tu vaux. La première fois que je suis rentrée dans cette industrie à l'âge de 19 ans, je te dirais que oui, c'était comme de l'argent que tu reçois, beaucoup d'argent très vite. Donc, c'est la première fois, comme c'est le genre d'industrie, une des seules industries où tu peux autant recevoir d'argent aussi vite. Puis, pour moi, c'était synonyme d'indépendance. C'était synonyme de liberté. Puis c'est moi qui décidais ce que je peux faire avec cet argent. Par contre, vu la place de laquelle je suis rentrée dans cette industrie, qui n'était pas une place de empowerment, mais de disempowerment, à cette époque-là, déjà la moitié de ce que je faisais comme argent, le pimp pour lequel je travaillais prenait la moitié, puis le reste, ben, je dirais que je le consommais au lieu de l'investir, de l'utiliser pour payer mon loyer, des choses comme... J'étais justement tellement pas à l'aise avec beaucoup des choses qui se passaient dans ce temps-là que cet argent-là
ne se ressentait pas comme un cadeau, mais plutôt comme un cadeau empoisonné, qui est très, très différent de comment maintenant, dans ma vie, je vis cette industrie, ce business, l'argent que je reçois maintenant, puis où est-ce que je suis dans ma tête, dans mon corps, dans ma vie, c'est comme light and day. Mm-hmm. Oui, puis il y a la notion aussi de consentement qui est vraiment importante aussi dans le BDSM, puis je pense qu'il est un des beaux parallèles aussi que moi je vois avec l'entrepreneuriat dans lequel on offre quelque chose, on a quelque chose à offrir que la personne désire réellement. Il y a une transaction qui a lieu, mais cette transaction-là est faite dans un esprit tellement positif parce que il y a un échange respectueux de valeurs à quelque part, où genre, tu sais, comme on travaille autant avec... Tu sais, l'argent devient une espèce de conduit du désir à quelque part. Puis, je sais pas, moi, je vois plein de parallèles. Ben, encore une fois, je suis pas une... je connais pas beaucoup sur cette industrie-là, autre que ce que j'entends de la part de beaucoup de personnes qui sont dans mon entourage, là. Mais... j'ai l'impression que c'est ça, tu sais, le fait que tu sois devenue vraiment une dominatrice et que tu aies ce pouvoir-là par rapport à la valeur perçue, c'est une belle leçon aussi entrepreneuriale que je sais pas si tu l'amènes aussi dans ta façon de faire de la business, mettons. Ben, je perçois de l'argent qui est reçu en tant que dominatrice comme très différent que l'argent que tu reçois en tant qu'escorte, déjà. Mm-hmm. Ou en tant que stripper, comme dans l'industrie du sexe, il y a tellement de facettes, puis l'énergie est très différente, mais symboliquement, en tant que dominatrice, du moins pour moi, quand tu reçois de l'argent, c'est pas pour un échange de services. C'est pas pour je te paye puis en échange, tu fais ça pour moi. C'est plutôt une offrande pour avoir accès à moi, pour avoir accès à ce que moi je peux offrir. C'est comme you pay your way into my life, into my world. Parce que sans cet argent-là, les gens qui viennent n'auraient pas aucun moyen de avoir ce contact avec moi, ce contact à mon espace, cette énergie, cette attention que je vais leur donner. Donc, en fait, l'argent est comme leur moyen d'entrer vers cet autre monde que moi je guide, que moi j'offre, et non pour un échange de services. Donc, simplement en payant, ils ont déjà accès à moi et l'attention que je leur offre. Et si je veux, je peux m'asseoir sur une chaise et juste les regarder pendant 2 heures, puis rien leur faire, puis déjà, that's enough. Tout ce que je décide de faire en plus est comme un bonus ou c'est ce que moi, je décide de faire avec eux, en fait. Eux, ils rentrent pas, ou ils devraient pas rentrer avec je te paye, tu fais ça pour moi, t'es à mon service parce que c'est moi qui paye puis qui a l'argent. Donc, qui est très différent de la mentalité de l'économie en général d'échange de services. Je paye pour un service ou pour un produit. Eux, ils payent pour une expérience. Donc, c'est l'expérience qu'ils veulent vivre et non le nombre de temps ou de jeux qu'on fait ou ça se calcule pas de cette façon-là. C'est vraiment l'expérience d'être en ma présence avec moi et de se soumettre à moi et d'être guidé dans in a journey. Et tu sais pas où est-ce que ça va te mener, tu sais pas ce qui va arriver, t'es pas là avec des attentes de « moi, je veux absolument que tu fasses ça ». C'est sûr qu'on discute avant. Je sais c'est quoi leurs intérêts, je sais c'est quoi qui les attire, pourquoi ils sont là, parce qu'il faut aussi prendre ça en considération. C'est pas juste des gens qui... Déjà, c'est pas n'importe qui vient. Donc, ils viennent parce qu'ils recherchent quelque chose. Donc ça, c'est... Of course, j'ai ça aussi en tête. Mais je le perçois pas et je leur fais pas vivre d'une façon que moi, je suis à ton service parce que tu m'as payé. Mais il y a beaucoup de dominatrices, comme là, j'enseigne justement, puis il y en a qui étaient déjà dans l'industrie, que je vois qui sont plus avec ce mindset-là, parce que c'est comme ça qu'on nous apprend. Et moi, ce que j'appelle ça, c'est des service top. Donc, tu top as a service en tant que service pour ton client et non, je suis la dominatrice et tu viens dans mon monde et là, tu m'offres une offrande pour me remercier de t'accepter. J'adore, puis je pense que
du moins dans les espaces dans lesquels je suis, puis où on discute d'entrepreneuriat féminin, c'est aussi cette vision qu'on veut avoir de l'entrepreneuriat de service, mais dans lequel c'est pas, tu sais, on cherche pas à l'heure, on cherche pas genre selon, tu sais, justement, c'est pas comme tit for tat, c'est pas genre comme je fais ça pour ça, je fais ça pour ça, mais vraiment comme tu dis, hein, on crée des expériences, t'as accès à moi, t'as accès à mon expertise, puis à partir de là, on n'est pas dans une relation, on est dans une relation de confiance, mais dans laquelle, c'est ça, je suis pas là pour... Puis c'est drôle, hein, parce que c'est l'entreprise de service, mais c'est pas pour te servir nécessairement, mais vraiment pour qu'on puisse créer quelque chose ensemble, qu'on ait comme une expérience ensemble aussi, qui va être positive pour tout le monde, là. Tu sais, c'est pas le point de vue économique pur et dur comme le capitalisme essaie de nous faire croire, genre tu payes un service puis that's it, that's all. Il y a comme quelque chose du luxury aussi, genre tu sais, de la mentalité du luxury ou de l'industrie du luxe dans laquelle il y a un peu cet abandon dans les possibilités offertes par la transaction. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, ben déjà, je trouve que quand tu vas payer, oui, ça te sert. Donc, ce que tu vas retirer va te servir d'une certaine façon. L'expérience que tu vas vivre ou les skills que c'était avec une coach, les skills que tu vas apprendre, ça va te servir. Donc, il y a quelque chose que tu gagnes de ça, of course. C'est pas juste j'offre ça puis je suis dans ta présence. Il y a quand même quelque chose que les gens retirent de ça, mais c'est juste pas calculé d'une façon qui est comparable à, mettons, OK, tu laves ma voiture, puis en échange, je te donne ce montant-là, ou tu peins mes murs, puis en échange, je te donne cet argent-là. C'est vraiment l'énergie échangée. L'énergie, c'est un energy exchange, le BDSM, mais également le coaching. Donc, tu as accès à l'énergie, l'expertise, le talent, l'art de cette personne, parce que pour moi, là, le BDSM, c'est un art, et je crois que coacher aussi, c'est un art. Donc, tu as accès à ça et ça t'enrichit en tant que personne, mais pas d'une manière qui est quantitative, mais plus qualitative. Tout à fait. Tout à fait. Puis là, c'est ça, quand est-ce que t'as décidé que tu voulais lier tout ça à l'empowerment? Parce que là, tu l'as expérimenté pour toi, puis là, t'as commencé à donner, justement, t'as lancé ton académie pour les dominatrices. Juste pour qu'on ait une idée du timeline, ça s'est passé quand et dans, tu sais, qu'est-ce qui t'a comme donné vraiment envie de faire ça? En fait, c'était pas, en toute honnêteté, venu de moi. Je te dirais que je me suis beaucoup fait solliciter pour ça. Donc, pendant peut-être pendant un an, j'étais juste comme je postais des choses liées à mon lifestyle, liées à mes sessions. Puis moi, j'adore écrire. C'est une de mes passions. C'est pour ça que je disais quand j'étais petite, je voulais écrire, je voulais être écrivaine, puis écrire sur toutes les choses que j'ai accès, mais que personne d'autre sait. Puis j'ai l'impression que c'est ça que je fais déjà en ce moment. Comme je me sens un peu comme une espionne dans le monde de ces gens qui viennent me voir. J'ai accès à leurs secrets que personne ne sait. Puis j'écris beaucoup. Donc, sur Instagram, j'écrivais beaucoup de ce qui arrive, ce qui se passe, ce que je vis, ce que je vois, ce que je perçois, ce que, ultimement, est ma philosophie et comment moi je perçois le BDSM. Puis en parallèle, ce que je postais, les gens étaient attirés par ça. J'avais des gros comptes Instagram qui se sont fait shut down parce que dans cette industrie, Instagram n'est pas la meilleure plateforme. Donc, à chaque fois, le plus difficile, c'était pas de perdre des milliers de followers, mais vraiment de perdre tout ce que j'avais écrit. Mais c'est ce que j'écrivais qui attirait beaucoup les gens. Puis je te dirais que pendant un an, peut-être même plus, les gens me disaient est-ce que tu offres des cours? Est-ce que tu peux me mentor? Est-ce que tu peux m'apprendre? Est-ce que je peux te shadow, comme on appelle quand tu es une dominatrice, t'as une fille qui vient puis qui te voit en session. Donc, on n'arrêtait pas de me demander ça.
Puis moi, je me sentais pas prête à faire ça parce que c'est une très grande responsabilité de guider quelqu'un dans ce parcours. Puis moi, je me sentais, mais je suis encore en train d'apprendre moi-même, je suis encore en train de découvrir, d'explorer, parce que pour moi, si t'as pas 20 ans de pratique, est-ce que tu peux vraiment enseigner? C'était comme une croyance limitante que j'avais. Et pendant la pandémie, c'est ça, il y a plusieurs personnes autour de moi qui m'encourageaient à faire ça, puis à un moment donné, il s'est passé une situation dans ma vie qui m'a montré que que j'ai envie de faire plus que juste être dominatrice. Dans le sens, j'ai envie de travailler avec des femmes aussi, puis dans mon domaine, je suis surtout entourée d'hommes. Et moi, je suis quelqu'un qui aime les femmes, adore les femmes, et mes amis, c'est surtout des femmes, et j'avais l'impression que tout le monde venait tout le temps me demander à moi pour des conseils, pour me demander pour des outils. Puis à force d'être encouragée par les femmes autour de moi, j'ai fait comme, bon, je vais penser à ce qui peut être possible que je peux créer. Puis après cette situation qui s'est passée dans ma vie, j'ai fait comme, là, c'est le temps. Là, je vais créer un programme qui va être pour le female empowerment, mais d'une place c'est enseigné par une dominatrice, donc les skills que moi j'ai acquis en tant que dominatrice, les outils, le knowledge, tout ce que moi, de where I'm from, va pouvoir aider ces femmes-là, mais dans leur vie de tous les jours. Pas pour être dominatrice, pas pour faire du BDSM, complètement séparées et pourtant directement liées, parce que c'est ce que moi j'ai appris au travers de ce parcours puis qui m'a menée là où je suis. Et j'ai visualisé ce programme et je l'ai tout écrit en une nuit. Puis j'ai vu vraiment comme toutes les étapes. OK, d'abord cette étape-là, ça va être 8 semaines. Ça va être, je les guide au travers de cette journey. Je l'ai comme vraiment toute vue. J'étais hyper inspirée. Toute la nuit, j'ai écrit, puis je l'ai comme pondu, si on veut. Et là, j'étais comme, OK, mais j'ai aucun savoir de business par rapport au coaching. C'est bien beau que j'ai comme cette idée-là, mais comment comment ça devient réel. Donc, j'ai engagé une coach, une business coach, qui m'a permis de vraiment créer l'offre et de pouvoir me mettre de l'avant pour la présenter. Et ça a été un parcours assez, je dirais, difficile parce que je venais d'une place que j'étais toujours underground. Under the radar. Comme dans mon industrie, si t'es pas dans l'industrie du sexe, c'est comme tu vas pas nécessairement me trouver sur Internet. Si tu recherches pour des dominatrices ou female domination, là, tu vas me trouver sur Internet. Mais en tant que coach, j'ai pas d'expérience, j'ai jamais fait ça, puis pour moi, c'était une formule différente de business, c'est pas la même audience à laquelle je m'adresse. Donc, j'avais besoin d'avoir une coach qui m'aide à un peu transmute une identité vers une autre identité pour pouvoir parler à la personne que je veux, en fait, que je sens qui va bénéficier le plus de cette offre. Et j'ai créé un nouveau Instagram juste pour cette nouvelle identité, pour cette nouvelle forme de business, si on veut. Et quand j'ai décidé de lancer mon offre, c'était vraiment juste du bouche à oreille. Comme je pense j'ai fait un vidéo de juste comme oui, j'ai cette offre. C'était comme une vidéo de 1 minute que j'en parle, mais j'avais comme presque pas de followers, puis tout le monde qui me connaissait était lié plus au BDSM, puis c'était surtout des hommes qui me suivaient. Mais du bouche à oreille, je voulais avoir 6 femmes pour tester mon programme, puis mon programme était vraiment bâti pour qu'il y ait plusieurs personnes à la fois et non un one-on-one. Parce que pour moi, c'était important la dynamique entre ces femmes et de créer des liens entre ces femmes. Ça faisait partie du female power parce que pour moi, le vrai female power, il y a un sisterhood, on se soutient entre femmes, c'est pas individuel, moi contre les autres. Fait que comment je l'ai créé, c'était dans le but qu'elles soient toutes ensemble et qu'elles s'entraident et qu'elles se voient les unes les autres grandir, qu'elles se supportent. Et je me suis dit, 6 femmes, je veux avoir 6 femmes. Et finalement, il y en a 10 qui m'ont écrit et j'en ai pris 8 parce que je me sentais pas à 100% confiante pour 10. Et
ça s'est comme vendu en une semaine. Puis finalement, Nice. j'étais comme, bon, je vais lead ce contenant, puis on va voir ce qui se passe, puis si c'est juste dans ma tête ou si ça a vraiment l'effet qui est intentionnel derrière. Puis c'est là que j'ai mis Divine Dom Awakening, la première édition qui est sortie en octobre 2021. Puis ça a été au-delà de toute attente. Ça a été pour moi une genre de validation que t'es faite pour faire ça. Et c'est là que je me suis dit, OK, il faut que je continue. Puis en plus, ça me passionne tellement l'impact que ça a sur ces femmes, la transformation que ça a dans leur vie. Parce que la transformation que j'offre aux hommes dans des sessions, ça les impacte eux individuellement. Est-ce que ça touche à la société? Est-ce que ça touche à leurs relations? Je sais pas. Parce que c'est tellement secret, puis pour eux, c'est tellement séparé du reste de leur vie que c'est pas quelque chose qui va comme spread. Mais quand une femme rentre dans son pouvoir, ça change tout autour d'elle. Ça change ses relations, ça change comment elle parle, ça change la société. Puis pour moi, c'est un impact qui est tellement meaningful, et de pouvoir témoigner de ces transformations-là a été the driving force qui m'a donné le goût non seulement de continuer, mais d'offrir encore plus de cours. Et à partir de là, ça a juste commencé à rouler. Ouais, c'est super intéressant parce que effectivement, je pense que, puis tu sais, encore une fois, de mon côté, je fais beaucoup de female empowerment, mais on doit adresser justement, tu sais, plein d'aspects, parce que c'est une question de faire de l'argent, mais le faire d'une façon qui est intègre, le faire d'une façon qui est dans notre puissance, puis justement attirer les gens autour de nous dans lesquels on se sent bien, on se sent safe, on se sent qu'on peut croître et grandir. C'est là qu'il y a comme une grosse différence entre simplement, moi j'appelle ça une entreprise alimentaire versus ton entreprise qui va vraiment t'épanouir. Tu sais, l'entreprise alimentaire, ouais, ok, genre tu fais des contrats, tu ramasses de l'argent, puis ça paye ton loyer, puis let's go, mais tu peux quand même rester esclave de toi-même, puis même des systèmes que tu as créés dans ta propre vie, alors que quand tu commences à changer les paradigmes puis les schèmes, genre de vision puis les perspectives sur comment tu opères, comment tu crées la valeur, comment tu mets des boundaries autour de tes clients, des limites autour de tes clients, mais aussi autour de ton temps, autour de de tout ce qui va là, et ensuite que tu as de l'espace pour travailler sur tes propres traumatismes puis tes conditionnements, ben là, on est en train, genre, de créer des nouveaux environnements. Fait que, tu sais, je serais curieuse de savoir pour toi, c'est quoi les piliers que tu adresses avec tes coachés, avec les personnes qui viennent dans ton programme, tu sais, est-ce que c'est, mettons, semaine 1, on va parler, genre, des dynamiques, ou est-ce qu'il y a vraiment, comme, mettons, je sais pas, comment tu l'as conçu, le programme, puis qu'est-ce que tu adresses avec elle, plus spécifiquement, Donc, dans le programme de Divine Dom Awakening, qui est très différent de l'académie que je lis dans ce moment, parce que l'académie est vraiment focus à entraîner des dominatrices professionnelles, mais ils ont quand même des liens en commun parce qu'il y a 2 cours du Divine Dom Awakening que j'ai inclus dans le programme des dominatrices que je juge qui est impératif. Et c'est tout ce qui est en lien avec le mindset. Pour moi, que tu veuilles être une dominatrice professionnelle ou que tu veuilles être une femme qui rentre dans son pouvoir, tout dépend de ton mindset. Puis ton mindset, c'est pas juste comme toi qui décides, OK, ben maintenant, je vais penser ça. Je pensais ça, mais là, je pense ça. Comme il y a beaucoup de travail qu'il faut faire sur soi pour réaliser c'est quoi les mécanismes dans lesquels tu opères qui te bloquent à vraiment être la femme que tu veux être. Et déjà savoir c'est qui la femme que tu veux être et non simplement être sur autopilote puis suivre ce qu'on t'a toujours dit qu'il faut que tu sois ou que tu t'es comme habitué à être comme à performer de cette façon-là, mais de vraiment te poser des questions par rapport à ce que toi tu veux. Puis c'est quoi qui t'empêche de l'avoir? Puis c'est quoi tes croyances? C'est quoi tes valeurs? De où ça vient? Puis à quelque part de se réinventer. Fait que moi, j'enseigne juste ce que moi je connais, puis le parcours sur lequel moi j'ai été qui m'a permis de vraiment embody my power. Pas de performer un pouvoir, pas de juste je suis une dominatrice, fait écoutez-moi, c'est moi qui ai raison, mais vraiment de projeter quelque chose que les gens sont comme drawn to you. Puis moi, je remarque
je remarque ça, ben, depuis plusieurs années, c'est comme depuis que j'ai commencé à être dans cette voie, je peux déjà voir comment les gens me perçoivent, comment ça a changé, comment moi je me perçois, comment moi je parle, puis tout a tellement shifté et ça s'est fait vraiment naturellement en testant beaucoup de choses, en expérimentant beaucoup de choses, en essayant beaucoup de choses, en prenant beaucoup de risques. Mais j'ai comme créé une formule, si on veut, une méthode que si tu suis ce parcours que moi j'ai suivi, mais de façon, si on veut, condensée, c'est comme un bootcamp. Donc moi, je vois mes programmes comme un bootcamp parce que ce que moi j'ai appris peut-être en 10 ans, je le condense en 10 semaines, mettons. Mais, puis tout le monde qui a pris des cours avec moi savent que mes cours sont très lourds parce qu'en plus, bon, je viens d'un passé académique également. Donc, moi, j'adore apprendre, étudier, me challenger, puis aller au fond des choses. Donc, je fais pas des short and sweet dans mes cours, mais pas non plus dans mes sessions avec mes clients. Je fais pas des sessions courtes d'1 heure. Moi, je fais des longues sessions de 3 heures, 12 heures, 24 heures, parfois 3 jours, 10 jours de suite, que tu es vraiment immersé. Parce que pour moi, c'est là qu'il y a vraiment un impact. C'est là que tu as l'opportunité de vraiment te voir d'une autre façon. Pas juste de prendre un petit cours d'1 heure et faire comme « OK, ben j'ai appris ça. » Je veux que tu puisses intégrer le savoir puis qu'on puisse créer de la répétition pour que vraiment ça soit embodied, encore une fois. Donc, dans le Divine Dharma Awakening, oui, on commence déjà avec le conditionnement, avec tout ce qui est le mindset, avec nos croyances limitantes, puis éventuellement, c'est comme un peu, on fait de la place pour vraiment accueillir cette nouvelle version de soi, pour vraiment accueillir ce qu'on veut, parce que t'as beau vouloir quelque chose, si t'es pas capable de le recevoir, tu peux continuer de le vouloir indéfiniment, mais tu fais pas la place pour le recevoir. Fait que moi, je le vois comme il y a tellement de femmes qui sont comme, ben moi, je veux être riche, moi, je veux une belle relation, moi, je veux avoir plus de temps pour moi, je veux ci puis ça, mais en même temps, comment leur vie est organisée, puis la façon qu'elles se perçoivent, puis la façon qu'elles vivent cette vie, à quelque part, elles peuvent continuer de vouloir, mais il n'y a rien qui va changer parce qu'elles ne changent rien. Fait que si tu réutilises toujours la même formule, tu auras toujours les mêmes résultats. Puis moi, je leur permets d'essayer une nouvelle formule. Puis à la limite, elles essaieront la formule le temps qu'elles sont avec moi pour voir. Puis après, si elles décident que non, j'étais confortable, puis j'ai pas envie de bouger tout ça pour avoir ce que je veux, ben c'est leur choix. Mais elles ont au moins un taste, un glimpse of what is possible. Et de la même façon qu'avec mes clients masculins, avec mes clientes femmes, je peux être très rigoureuse. Puis je vais leur dire les choses directement. Comme je les prends pas nécessairement comme ah, mais tu sais, tu pourrais peut-être faire ça de même. Non, moi, je suis directe, puis je leur dis, regarde, c'est ça qui te bloque, puis je peux les confronter, mais elles savent que je viens toujours d'une place, que je suis là pour les aider, que je suis là pour, à quelque part, elles m'ont payé pour ça. Fait que c'est un peu comme une tatoueuse. Tu la payes, puis elle va te faire mal. Puis là, t'as beau chialer, mais c'est toi qui voulais ça. Fait que moi, ça se peut que ça fasse mal, puis qu'il y ait des fois que tu pleures, puis que tu sois vraiment confronté à des choses que tu réalisais pas. Mais le but, l'intention est to grow, to expand, ascension, power, real power. Donc, ça, c'est pas quelque chose qui va se passer dans ta zone de confort. C'est impossible. Donc, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Et sortir de sa zone de confort, ça fait peur. Puis on va affronter ces peurs-là ensemble. Et moi, je vais te guider, mais c'est toi qui dois faire le travail. Parce que je veux pas que non plus, quand on finit les programmes, qu'elles soient dépendantes de moi qui les guide. Comme je leur tiens pas la main, mais je leur montre the way. Et de cette façon-là, je peux vraiment les faire aller d'étape en étape en étape. Puis je leur donne aussi des assignments. Pour qu'elles puissent mettre en pratique entre les cours certaines choses. Après, on en parle, on révise, on évalue, puis on continue. Fait que c'est vraiment a journey. C'est ça, it's a journey, puis c'est une journey qui est assez intense, mais pour avoir vécu ça 3 fois maintenant, c'est incroyable, juste incroyable. Comme moi, j'en reviens pas. Surtout certaines femmes, elles rentrent puis elles ont déjà confiance en elles. Elles savent déjà qu'elles sont capables, mais elles ont besoin de ce boost
ou d'avoir ce petit push de comme, regarde, c'est ça qui marche pas, ou c'est ça qu'il faut que tu fasses, ou fais-le comme ça au lieu de le faire comme ça. Mais il y en a qui arrivent avec aucune confiance en elles, avec absolument comme, elles ont toujours été écrasées, elles ont toujours été à la merci des autres, ou elles ont toujours été comme la victime. Donc, voir ces femmes-là surtout rentrer dans leur pouvoir, pour moi, c'est ma raison qui me fait continuer de vouloir faire ça. J'adore, je résonne tellement avec ton approche, mais ce que tu mets de l'avant. Puis c'était ça ma question, en fait, là, la prochaine question que j'avais, c'était cette question de la confiance, tu sais, puis comment, peut-être autant toi que ce que tu vois chez les autres, est-ce que tout le monde est capable de rentrer dans son pouvoir de cette... Puis je dis pas de cette façon-là comme toi, parce que chacun a son expérience individuelle aussi de qu'est-ce que ça veut dire pour eux, j'imagine, d'être dans leur pouvoir, mais aussi, tu sais, est-ce que tu sens que quand tu leur proposes de faire ce parcours-là, tu viens leur proposer de... Tu sais, tu leur proposes pas de trouver un alter ego qui se sent mieux par rapport à eux-mêmes. J'imagine que tu vas chercher à l'intérieur d'elles qu'est-ce qui était déjà là, mais qui a besoin de ressortir davantage. Puis est-ce que ça a été un peu ton expérience aussi avec ton identité de dominatrice? Je sais pas comment... Est-ce que pour toi, c'est comme une identité qui est comme arrivée vers toi ou qui a émergé de toi? J'adore le mot émerger, oui. Donc, c'est vraiment, vraiment ça. Parce que moi, comment j'enseigne la domination, justement, c'est pas tu joues un rôle. Puis beaucoup pensent que c'est ça, fait qu'ils essayent de comme performer ce rôle, puis là, mais comment est-ce que je peux te regarder toi, comment tu joues ce rôle, ou tout ça, fait que c'est là que je remarque à quel point il y a il y a plein de femmes pour qui ça marche pas, qui essayent de rentrer dans ce domaine, qui font un peu d'argent au début, puis qui finalement ça marche pas, puis là, ce que moi je remarque le plus, c'est qu'elles sont en train de performer un rôle. Puis pour moi, dès le départ, c'est une des premières choses qui a cliqué, c'est que c'est une version de toi, c'est une extension de toi. Donc, tu utilises ce que tu as déjà en toi que tu mets de l'avant. Donc, le meilleur exemple que je peux donner, c'est si, mettons, tu vas, je sais pas moi, en cours pour quelque chose, un divorce. Tu vas en cours pour un divorce, puis tu es dans le jury, puis il y a toutes ces règles et ce protocole. Dans un environnement comme ça, on est tous une autre version de nous, qui est différente de la version qu'on sera quand on est avec notre meilleur ami à Bali, ou une autre version de nous quand on est avec les grands-parents de notre partenaire. Tu sais, c'est toutes des versions de nous, mais ça fait pas qu'on est quelqu'un d'autre. C'est juste qu'on s'adapte au contexte dans lequel on est. Puis là, on est dans un contexte qui est vraiment spécifique. Donc, il y a une partie, une version de nous qui vient de l'avant, mais c'est pas une autre personne. Si c'était une autre personne, ça serait pas authentique, puis ça se ressentirait. Les gens qui viennent nous voir en session veulent explorer des parties de eux, puis ils veulent être vulnérables, puis ils veulent s'exposer dans leur darkest side. Donc, ça fonctionnerait pas si toi tu performes pendant que eux sont vraiment vulnérables et vrais avec toi. Au contraire, il faut taper dans tap into that part. Je suis plutôt toujours habituée de parler en anglais quand je parle de ça. Donc, il faut pouvoir accéder à cette partie de toi qui est déjà cette femme, qui déjà a ce pouvoir. Puis on a tous, toutes, ce pouvoir en nous. C'est juste qu'il y en a beaucoup que ce pouvoir a été enseveli en dessous de plusieurs couches de peur, de trauma, de croyances limitantes, de plein de choses qu'on est comme, ben non, moi, j'ai plus accès à ce pouvoir, ou j'ai jamais eu accès, puis elles veulent qu'on leur donne ce pouvoir. Mais moi, je donne pas de pouvoir. Moi, je te démontre le pouvoir que tu as toujours eu, puis qui a toujours été là, puis qui ne demande qu'à sortir en faisant de la place, puis poussant ces couches-là. Dans le fond, on fait un nettoyage, puis on a accès à ces parties de toi qui ont toujours été là. Donc, c'est pour ça que je fais souvent référence à ce que j'appelle « your mistress self ». Puis, c'est un parallèle direct avec le « higher self ». Donc, « your higher self », qui est cette version de toi qui n'est
pas ton ego, qui n'est pas performatif, mais qui est une puissance que tout le monde a accès à ça. Puis your mistress self, elle est toujours là. Il suffit de vouloir l'entendre, de lui donner la place, puis de la laisser jouer sans essayer de faire des liens entre « Ah, mais si je dis ça, est-ce que ça veut dire que je suis une mauvaise personne? » Ou « Si je veux ça, qu'est-ce que ça veut dire de moi? » Donc, toutes ces choses-là viennent de ton conditionnement, viennent de ton ego, viennent de tes peurs. Puis là, on donne la permission à cette partie de toi de s'exprimer. Puis parfois, cette partie de toi, tellement elle a été réprimée longtemps que quand elle s'exprime pour la première fois, c'est vraiment intense, puis la personne est comme « Mon Dieu, non, c'est pas vraiment moi, je veux pas vraiment ça, non, non. » Mais je suis comme « Attends, laisse-la comme tout sortir. » À un moment donné, tu trouves cette balance, parce que si tu as été bâillonné pendant aussi longtemps, le moment qu'on te débâillonne, tu auras envie de crier, puis éventuellement, tu vas pouvoir juste parler puis dire ce que tu as à dire. Fait qu'au début, on va la laisser crier, puis après, elle va trouver sa voix, elle va trouver ses mots, puis elle va pouvoir s'exprimer d'une place authentique. Mais c'est ça, tellement de femmes ont été bâillonnées longtemps, qui est là, moi, je leur donne l'opportunité de s'entendre, entendre leur propre voix, et non de, je sais pas moi, de copier la voix de quelqu'un d'autre puis de faire un rôle. C'est complètement l'opposé de ça. J'adore. J'ai peut-être une dernière question pour toi, puis encore une fois, c'est super fascinant, puis en tout cas, je trouve ça absolument fascinant parce qu'il y a tellement d'autres aspects que j'aimerais aborder, mais sinon on passerait justement 2 ou 3 heures ensemble aujourd'hui. Mais c'est le fameux rôle du désir, hein, parce que là, bon, là on parle spécifiquement de toi qui mentors des femmes qui veulent pas nécessairement rentrer dans le travail du sexe, parce que, tu sais, je veux dire, une travailleuse du sexe, elle a une relation au désir de l'autre aussi qui est différente, probablement, puis dans ce qu'on a parlé un petit peu par rapport à le service, entre guillemets, être de service, ou du moins, genre, ce que la personne va retirer de cette expérience-là, mais dans le cas d'aller rechercher cette partie de soi, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui a souvent été beaucoup réprimé chez les femmes, puis c'est d'accéder à leur propre désir, puis leur propre sensualité, puis leur propre sexualité, puis leur propre pouvoir très corporel et charnel, presque. Et pour toi, est-ce que... Je sais pas trop où j'emmène ma question, mais c'était vraiment plus comme... Ce désir-là, est-ce qu'il est dangereux, mais dans un bon sens? Est-ce qu'il est intimidant? Est-ce qu'il est plus grand que nature? Tu sais, comme chaque personne vit avec cette partie-là aussi proche de son highest self, hein, qui sait... On dirait que le highest self, pour moi, c'est comme c'est celle qui sait désirer. Tu sais? Et qui se l'autorise pleinement. OK. Comment j'entends ta question, c'est est-ce que, ou plutôt, une fois que ces femmes-là own leur désir, est-ce que c'est quelque chose qui peut être, qui peut intimider les autres? Parce que tu as dit dangereux, mais pas... Oui, parce que je pense que, tu sais, le désir fait peur, puis aussi, tu sais, le fait, mettons, de travailler avec toi qui est quelqu'un qui est très dans sa puissance féminine aussi, hein, tu sais, qui est capable de tenir le désir que les autres ont pour toi, probablement, tu sais, sans que ce soit intimidant ou menaçant. Parce que je pense qu'une des choses que souvent les femmes vont ressentir, c'est quelque chose avec lequel j'ai moi-même lutté longtemps, c'est d'être intimidée ou menacée par, 1, le regard des autres, 2, le désir des autres, et ensuite, le désir de soi-même pour des choses qu'on voudrait peut-être même pas désirer, tu sais, dans le sens, ben, si je commence à vouloir peut-être faire plus d'argent que ce que je fais maintenant, ben là, ça va m'aliéner, genre, de ma famille, ça va, tu sais, peut-être comme m'aliéner de d'autres personnes que je voudrais... De certaines identités dans lesquelles je voudrais me sentir à l'aise. Fait que ça, c'est juste comme un exemple par rapport à l'argent, par exemple, mais qu'il y a cette notion peut-être de faire la paix, à quelque part, avec cette partie
ou cette énergie du désir qui est comme présente constamment dans les interactions qu'on fait avec les autres et avec nous-mêmes aussi. Puis si tu l'adresses d'une façon ou d'une autre, ou si ça fait juste partie, on n'en parle même pas parce que c'est tellement sous-jacent à tout ce que tu fais de toute façon. Non, tout part du désir. Moi, je pense que tout part de se donner la permission de désirer ce qu'on veut désirer, sans juger ce qu'on veut désirer, sans mettre des étiquettes de si je désire ça, ça veut dire que je suis ça ou que c'est bien, que c'est mal, parce que un désir, c'est quelque chose qui vient que tu n'as pas de contrôle dessus. Ce que tu décides d'en faire, là, tu as le contrôle. Mais les désirs, ils apparaissent et ils sont là, puis que tu leur donnes voix ou que tu les réprimes, ils vont quand même être là. Donc, pour moi, c'est de own nos désirs, puis de prendre responsabilité pour nos désirs. De la même façon que quand un client vient parce que pour lui, ça a toujours été son désir de se faire kicker dans les couilles, s'il met des associations de est-ce que ça fait de moi un homme moins masculin? Est-ce que ça fait de moi un homme faible? Est-ce que ça fait de moi ci? Est-ce que ça fait de... Tu sais, si tu enlèves toutes les associations que tu as à ce désir, mais que tu fais simplement dire moi, ça m'apporte du désir, ça. Et pas non plus de chercher à mettre d'où ça vient, est-ce que ça vient d'un trauma, est-ce que ça vient de ci, est-ce que ça... Mais tu sais, de juste faire comme moi, c'est ça que je désire. Déjà, juste nommer ce désir, après de le partager de vive voix, à quelqu'un, d'être témoigné dans la réception de ce désir, ça en soi is empowering pour moi, parce que encore plus pour les femmes que pour les hommes, on nous a toujours dénié nos désirs. On nous a toujours dit c'est quoi qu'on devrait désirer, puis pourquoi on devrait désirer ça, puis quand on désire quelque chose qui est un peu trop ou trop comparable à ce que les hommes désirent, ou comme tu parlais d'argent, donc si un homme dit moi je veux être un billionnaire puis faire plein d'argent, blablabla, on va se dire c'est un homme ambitieux ça. Mais si c'est une femme qui dit la même chose, on va dire ok, elle là c'est une femme vraiment bossy puis qui est vraiment illusionnée, désillusionnée, non, qui est dans l'illusion, on va pas la prendre au sérieux. Donc, souvent, les femmes, par peur de ne pas être prises au sérieux, par peur d'être jugées, par peur d'être shamed, par plein de peurs, on honte pas nos désirs, mais les désirs sont toujours là. Autant pour hommes que pour femmes, que everyone in between, as humans, on a toujours des désirs, puis ils viennent dans notre corps. Et pour moi, si ce désir-là est en toi, c'est parce qu'il a besoin d'être exprimé. Il a besoin d'être emmené à la surface. Et tant que tu le fais pas, il y a toujours quelque chose en toi qui va être comme, oui, réprimé, mais qui va être exprimé de façon inconsciente. Donc, que tu vas aller le chercher d'une certaine façon ou d'une autre, mais de façon inconsciente, et parfois ça devient même toxique comment on va le chercher parce qu'on est tellement en train de le réprimer qu'on le met dans notre shadow side d'une certaine façon. Donc, je vais pas commencer à élaborer sur le shadow work, mais pour moi, le BDSM a un lien direct avec le shadow work. Donc, je pense que tous les désirs réprimés se trouvent dans notre shadow, autant les négatifs que positifs, autant ce dont on a honte que les choses qui sont nos super pouvoirs, puis qu'on veut pas les honner parce qu'on veut pas prendre trop de place, on veut pas être vu comme une femme trop dirigeante, trop bossy parce que pas attirant. Donc, il y a tellement de choses qu'on se deny, qu'on se... on ne s'autorise pas, mettons. Ouais, qu'on s'autorise pas à vouloir. Puis ça fait qu'on est toujours insatisfait d'une certaine façon, puis qu'après, on cherche à compenser ça d'autres façons, au lieu de simplement dire, moi, j'ai vraiment envie que tu me fasses ça, ou j'ai vraiment envie d'avoir ça. Puis le moment que tu owns ça, à quelque part, c'est la première étape vers être dans ta vérité. Puis quand t'es dans ta vérité, t'es dans ton pouvoir. Puis il y a personne qui peut questionner tes désirs. On peut questionner ce que tu décides d'en faire ou comment tu les gères, mais un désir, c'est pas quelque chose que tu as le contrôle dessus. Tu décides pas, moi, je décide que j'aimerais ça, désirer ça. Non, ça fait juste venir à toi pour various reasons. Mais je pense que ce qui nous empêche le plus, c'est la peur. Puis une des choses que moi, j'enseigne le plus, puis qu'on me demande le plus, puis que les femmes recherchent le plus, qui est, je pense, lié au désir,
mais au-delà de ça, c'est la confiance en soi. Puis pour moi, une femme qui own ses désirs, c'est une femme qui va avoir confiance en elle. Mais c'est aussi lié au courage. Parce que, en fait, si tu as le courage de dire, ben moi, ce que j'aime, c'est quand tu me prends de même, ou moi, ce que j'ai envie, c'est de t'enculer, ou moi, ce que j'ai envie, c'est d'être une millionnaire, ou moi, j'ai envie que tu me liches les pieds, ou whatever, c'est quoi que tu veux. Si toi, tu as le courage d'être assez vulnérable pour exprimer ce désir, puis d'être comme solide dans, ben voilà, je l'assume, c'est ça le mot que je cherchais, j'assume ce désir, là, tu viens de passer au travers de toutes tes peurs. Peur d'être rejeté, peur d'être jugé, peur de qu'on t'abandonne, toutes ces peurs-là, là, t'es comme, oui, il y a ces peurs-là. Oui, c'est vrai que je pourrais peut-être être jugée, abandonnée ou rejetée ou whatever, mais je choisis quand même de dire ma vérité. Donc ça prend du courage. Puis c'est pour ça que moi, j'admire les personnes, les clients, les hommes qui viennent voir une dominatrice, parce que ça prend beaucoup de courage pour pouvoir exprimer ses désirs puis être prêt à les vivre avec quelqu'un. De la même façon qu'une femme qui va pouvoir dire, ben moi, je veux être une billionnaire puis être je sais pas, vivre dans une villa à genre 15-20 millions de dollars puis avoir 10 propriétés puis whatever, c'est quoi tes rêves. Il y a comme pas de limite à ce que tu peux désirer et à tes rêves. Donc, de dire, ben moi, c'est ça que je veux puis je le veux comme ça, puis d'être spécifique et de le claim it, declare it and claim it, ça te donne ce sentiment que tout est possible, puis que you're worth wanting that, et que c'est possible pour toi. Tandis que quand on se le dénie constamment, inconsciemment, ce que ça nous dit, c'est ben c'est pas pour moi, ou moi je mérite pas ça, ou c'est toujours pour les autres et pas pour moi. Donc, ça t'empêche même de l'accéder parce que toi-même, tu y crois pas. Donc, il faut déjà croire que tu mérites ça, puis que tu peux l'avoir, puis que tu as le droit, parce que si on vient d'une place que le désir, de toute manière, tu n'as pas le contrôle dessus, il est venu en toi. Donc, au lieu de le silence, you give it voice, you own it. Et instantanément, les peurs vont se dissiper parce que il y a rien ça va jamais être aussi pire que ce que tu imagines. Ça va jamais, on s'imagine toujours le pire, au lieu de s'imaginer what would be the best case. Oh shit, peut-être que je vais pouvoir partager ça avec mon partenaire si je lui dis que je veux ça. Ouais, cette notion de ressentir du plaisir dans un désir duquel on a enlevé la honte. Puis je pense que c'est vraiment là le courage de vouloir juste claim it, comme tu dis. Il y aurait tellement, encore une fois, à dire, surtout au niveau de la dimension de la honte qu'on n'a pas adressé, parce que je pense que ça, c'en est un gros aussi. Puis dans les derniers mois, je me suis beaucoup aussi formée autour du unshaming, tu sais, comme comment on fait pour enlever ces couches-là qui nous maintiennent en silence, justement parce que souvent, cette honte, elle est internalisée par les regards des autres, par genre du witnessing, tu sais, comme des témoins qui n'ont pas agi dans des situations d'attaque ou bref, tu sais, dans des situations traumatiques, bref. Mais toute cette dimension de la honte, je pense que ça doit être comme quelque chose d'assez intéressant à avoir comme discussion avec toi. Mais on a déjà une belle réflexion pour les gens qui nous écoutent. Je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut te suivre, est-ce qu'on peut travailler avec toi? C'est quoi, genre, les meilleures plateformes pour continuer à avoir de tes enseignements et au moins, tu sais, te voir aller, comme en apprendre plus sur toi et découvrir ton univers? Oui, donc je dirais la plateforme principale, ça serait Instagram, puis c'est mon compte mistress.mindset qui serait la place où tout qu'est-ce que je poste est en lien avec le female empowerment et avec les cours que j'offre et avec ma vision des choses, ma philosophie. Donc, ça serait vraiment mistress.mindset sur Instagram. Sinon, ben, il y a mon site web mistressmindset.com. Là, présentement, je termine la Dominatrix Academy la semaine prochaine, puis je prends des vacances. Yes! I love it! Donc, je vais poster dans mon Instagram quand il va y avoir d'autres options de travail avec moi, puis les prochains cours.
Sinon, ben, dans mon site web, Mistress Mindset, en bas de la page, il y a un bouton qui dit « Join the Sisterhood ». Donc, quand j'ai n'importe quoi de nouveau qui apparaît, j'envoie un courriel à toutes les personnes qui sont dans ce Sisterhood. Donc, ça, c'est aussi une option parce que là, j'ai déjà une waitlist pour l'Académie de dominatrice, puis je sais même pas quand je vais pouvoir, quand je vais être prête à la repartir parce que c'est vraiment quelque chose qui demande toute mon attention et toute ma dévotion. Et n'importe quelle offre que j'ai, il faut que je sois dans la fréquence de pouvoir fournir au niveau auquel je veux que ces femmes-là puissent s'élever. Donc, en ce moment, j'ai un autre projet qui commence bientôt et je vais pouvoir publier par rapport au prochain cours sur Instagram et sur mon site web. Magnifique. Donc, on va continuer à te suivre. On va rejoindre le Sisterhood. Et Mistress Malicia, merci beaucoup d'être venue sur l'Ambition féminin. C'était absolument un plaisir de t'avoir devant moi. Moi, je te vois. Nos auditeurs vont t'entendre. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière conversation que nous aurons ensemble. Merci beaucoup, Tatiana. C'était un plaisir de te parler. Salut les ambitieuses! Si tu résonnes avec le contenu que je te partage ici dans ce podcast, alors c'est que tu es prête à entrer dans l'univers de Money Brand. Money Brand, c'est mon programme unique de savoir-être entrepreneurial qui plonge avec toi autant au niveau de tes stratégies d'affaires, de visibilité et de positionnement que de ton mindset d'entrepreneur pour t'amener à assumer pleinement tes ambitions, embrasser ton identité d'experte et connecter avec les gens qui ont le plus intensément besoin de savoir qui tu es. Money Brand, c'est pas juste un programme de coaching et des stratégies marketing, c'est aussi une communauté tissée serrée, des réflexions en profondeur, du support hebdomadaire, des rires, parfois des pleurs et des grands chamboulements qui vont te faire sentir pleinement en vie et pleinement épanoui dans ta business. Alors, si tu es prête à transformer ton entreprise en un véhicule puissant d'épanouissement qui feel aussi bien dans ta tête que dans ton cœur et ton portefeuille, la première étape, c'est de venir nous parler de toi dans le formulaire de candidature. Sache que remplir le formulaire ne t'engage absolument à rien d'autre que d'avoir un beau tête-à-tête avec ta business, ta vision et tes valeurs, en plus de te donner accès à mon atelier « Comment établir une marque à la hauteur de ton potentiel, sans compromis sur tes ambitions, ton lifestyle ou ta personnalité. » Pour envoyer ta candidature, c'est facile. Rends-toi sur aimetamarque.com/moneybrand. Je répète, aimetamarque.com/moneybrand.